Cinquièmement, classification de quelques dipôles. Les dipôles doivent être classés suivant leurs caractéristiques. Donc nous allons avoir différents types de dipôles, les dipôles passifs et les dipôles actifs. Mais dans chaque type de dipôle, nous allons avoir des linéaires et des non linéaires. Alors par abus de langage, par rapport à affine, nous faisons la confusion entre affine et linéaire, c'est-à-dire dès que la caractéristique d'un dipôle va ressembler à une droite, va être sous forme d'une droite, et bien nous appellerons cela un dipôle linéaire. Donc pour la caractéristique, eh bien, la première caractéristique c'est celle de la résistance, UR est égal à RI, donc UR en fonction de I est une droite, c'est un dipôle passif. C'est le dipôle qui représente, la caractéristique qui représente la résistance. Donc c'est un dipôle passif pour la simple raison, c'est que la caractéristique passe par 0, par l'origine des axes. Linéaire puisque c'est une droite. Voilà, donc ici l'équation UR est égale à R fois I. On n'oublie pas, avec une caractéristique, il faut toujours représenter la convention. Maintenant, un exemple de dipôle passif non linéaire. Donc passif, sa caractéristique passe donc par l'origine. Ici, c'est la caractéristique d'une lampe. Donc vous pouvez bien observer que la caractéristique passe par 0. Une troisième caractéristique, troisième dipôle, qui est la diode. Là, pour la diode, il y a une petite particularité, c'est que la caractéristique, ce n'est pas U en fonction de I, mais I en fonction de U. C'est cette forme que l'on a l'habitude d'étudier ce dipôle. Donc la caractéristique passe bien par 0, mais vous pouvez observer qu'elle n'est pas linéaire. Donc on dit que c'est un dipôle passif non linéaire, comme la lampe, alors que pour la résistance, nous dirons un dipôle passif linéaire. Maintenant, dans la catégorie des dipôles actifs. Les dipôles actifs présentent la particularité d'avoir leur caractéristique U en fonction de I ou I en fonction de U qui ne passe pas par l'origine des axes. Donc ici, dans un premier temps, nous avons la caractéristique d'un dipôle, d'une source de tension parfaite, donc source de tension parfaite, c'est-à-dire quelle que soit la valeur de courant, nous avons la tension U qui est égale à E. Ensuite, nous avons une source de courant parfaite, ce qui différencie la source de courant de la source de tension sur la représentation, c'est en fait la barre qui traverse la représentation du dipôle. Hein, elle est horizontale pour la source de courant alors qu'elle est verticale sur la source de tension, donc sur notre représentation. Voilà. Ensuite, nous avons un dipôle actif, nous dirons réel. Pour ce qui concerne les non-linéaires, dans ce premier cas, nous avons un dipôle actif non-linéaire, mais que quelquefois nous considérons comme linéaire par intervalle. Donc nous définirons deux intervalles. Ou sinon, vous avez carrément la caractéristique d'une batterie ou encore d'un panneau photovoltaïque qui se présente sous cette forme, sous cette allure. Maintenant, sur les dipôles actifs linéaires, nous allons définir ce qu'on appelle des modèles. Donc, nous allons ici définir ce qu'est le modèle équivalent de T. Donc, nous reprenons la caractéristique U en fonction de I de notre dipôle actif linéaire. Alors, je vous donne ici deux exemples. Par exemple, nous avons une tension qui varie de 20 volts à 0 volts avec un courant qui varie de 0 à 4 ampères. Donc si nous déterminons la caractéristique, l'équation de cette droite, donc de U en fonction de I, nous obtenons 20 moins 5I. C'est un dipôle actif linéaire, voire la partie précédente, avec la pente qui vaut moins 5, c'est-à-dire nous définirons la pente comme étant égale à moins R. Le modèle équivalent dit modèle équivalent. Donc ce mètre va être constitué de deux éléments, une résistance mise en série avec une FEM, une source de tension parfaite, que l'on a vu précédemment. Donc ici, la résistance est fléchée en convention récepteur. Nous appliquons la tension U, donc la loi d'additivité de tension, qui nous donne E moins UR. Donc U est égal à E moins RI. E est appelé la tension à vide. Ça correspond aux 20 volts que vous avez sur le graphe, c'est-à-dire la tension à vide est égale à la tension
U lorsque le courant I vaut 0. R, c'est la résistance interne du dipôle actif, c'est un défaut. C'est ce qui crée, par exemple, sur une batterie ou sur une pile, l'échauffement. Et bien, cet échauffement va être caractérisé par une résistance, d'où E moins RI. Donc E égale 1 volt, R est égal à 5 ohms. Sachant que la pente, c'est moins R. Si nous court-circuitons ce dipôle actif, cette pile, cette batterie, eh bien, nous avons U égale 0. Dans ce cas-là, le courant I, comme nous réalisons un court-circuit, I est égal à ICC. Alors, si nous reprenons l'équation précédente, nous avons U est égal à 0, qui est égal à E moins R fois ICC. Donc, R ICC est égal à E, ce qui veut dire que le courant de court-circuit ICC est égal à E sur R. Alors, nous pouvons observer une chose importante, c'est que le modèle équivalent de Thevenin est ce que l'on appelle un modèle en tension, c'est-à-dire nous allons exprimer U en fonction de I. Sachant que U en fonction de I, dans l'expression de U, c'est-à-dire E moins RI, nous avons E qui est une tension, et RI qui est aussi une tension. Il existe un autre modèle que l'on va appeler le modèle équivalent de Norton, que l'on va voir immédiatement. Donc ICC est appelé, je rappelle, le courant de court-circuit. Nous pouvons représenter ce courant ICC à l'aide d'une source de courant. Et le modèle donc, du dipôle actif peut se représenter avec une source de courant et une résistance interne, qui est la résistance interne qui représente toujours le défaut, ce qui veut dire que I est égal à ICC moins U sur R. C'est ce qu'on appelle le modèle équivalent de Norton. Donc nous l'utiliserons pas peu, nous dirons. Nous utilisons surtout le modèle équivalent de Thevenin dans notre programme. Alors, il est assez simple de passer du modèle de Thevenin au modèle de Norton, ou du modèle de Norton au modèle de Thevenin. C'est assez simple, très utile, car quelquefois nous n'avons pas la tension à vide, mais nous avons le courant de court-circuit, sur la représentation U en fonction de I, sur la caractéristique. Mais parfois nous avons la tension à vide et pas le courant de court-circuit. Donc nous sommes capables de passer d'un modèle à l'autre pour trouver les éléments manquants. Donc ici vous avez à gauche le modèle équivalent de Thevenin avec E, la FEM qu'on appelle souvent la FEM de Thevenin, qui correspond à la tension à vide, R, la résistance interne du dipôle, RTH, quelquefois nous l'appelons RTH, ou comme ETH, et donc toujours en convention générateur. Ensuite, à droite, nous avons le modèle équivalent de Norton, avec ICC et R. U pour Thevenin est égal à E moins RI. I est égal à ICC moins U sur RTH pour le modèle, ou U sur R, pardon, pour le modèle de Norton. Et entre les deux, le liant, et donc le courant de court-circuit ICC est égal à E. Sixièmement, point de fonctionnement d'un montage. Il est extrêmement important de réaliser cette partie-là, puisque le point de fonctionnement du montage régit le fonctionnement justement d'une association entre un dipôle générateur et un dipôle récepteur. Donc, dans un premier temps, ça permet en même temps de faire une synthèse grossièrement de ce qu'on a déjà vu. Nous avons un dipôle résistif, nous avons tracé la caractéristique UR en fonction de I, nous obtenons des points, nous les relions, nous obtenons la caractéristique UR est égale à RI. Donc caractéristique de la résistance. Ensuite, nous allons tracer la caractéristique du dipôle actif linéaire. Donc, nous traçons la caractéristique. Donc, c'est une partie que vous allez réaliser en TP. Et donc, les points sont alignés. Nous en déduisons la caractéristique. On va en déduire le modèle équivalent de Thevenin avec ETH, tension à vide. RTH, moins RTH, pardon, la pente. Tension à vide. Voici ETH, et puis ensuite le courant de court-circuit ICC qui vaut TH sur RTH. Ensuite, nous reprenons l'ensemble, donc nous avons la caractéristique de la résistance, nous avons notre dipôle actif, nous prenons dans le même repère les deux caractéristiques, et lorsque nous les relions, voilà, qu'est-ce que l'on obtient? Eh bien, nous obtenons le point d'intersection entre les deux caractéristiques. Ce point d'intersection est essentiel puisqu'il s'appelle le point de fonctionnement du montage.
Donc dans ce cas-là, U est égal à UR. Enfin, puissance et énergie électrique. Donc, nous avons un dipôle résistif ou encore un générateur. Dans un cas, nous sommes en convention récepteur, dans l'autre cas, nous sommes en convention générateur. Quelle que soit la convention utilisée, nous avons P qui est égal à U fois I. P est exprimé en watts, c'est la puissance, U en volts, I en ampères. Par exemple ici, pour une résistance, donc nous sommes en convention récepteur, eh bien U est égal à RI, P est égal à U fois I. Donc maintenant, si je remplace U par RI, cela va me donner P égale R fois I, c'est-à-dire RI carré qui est positif. Ou encore, je peux l'exprimer sous une forme comportant la tension et non pas le courant. Donc U fois I est égal à U sur R, ce qui me donne U carré sur R qui est encore positif. Maintenant, nous avons la relation entre la convention et le fonctionnement. Donc c'est 1. Je rappelle les deux conventions, la convention récepteur, avec tension dans un sens, courant dans l'autre, la convention générateur, tension dans un sens, courant dans le même sens. Nous avons donc P qui est positif ou P négatif. Si P est positif, alors que je suis en convention récepteur, cela veut dire que le dipôle reçoit de la puissance. Convention récepteur, P positif, le dipôle reçoit de la puissance, il fonctionne alors en récepteur. C'est-à-dire qu'il va fonctionner comme la convention. Maintenant, si P est négatif, alors dans ce cas, le dipôle fournit de la puissance, il va alors fonctionner en générateur. Si maintenant le dipôle est en convention générateur et que P est positif, alors le dipôle fournit de la puissance, nous dirons qu'il fonctionne en générateur. Si maintenant la puissance est négative, le dipôle alors reçoit de la puissance, il fonctionne en récepteur. Ce qui est essentiel à observer, c'est que si la puissance est positive, le fonctionnement et la convention sont les mêmes, c'est-à-dire P positif, vous êtes en convention récepteur, le dipôle reçoit de la puissance, vous êtes en convention générateur, le dipôle fournit de la puissance. Si P est négatif, dans ce cas-là, le dipôle va fonctionner à l'inverse de la convention, donc P négatif, convention récepteur, fonctionnement en générateur. P négatif, je répète, convention générateur, le dipôle fonctionne en récepteur. Ceci est essentiel. Par exemple, lorsque l'on regarde dans une voiture le fonctionnement d'une batterie, eh bien, vous devez définir une convention, récepteur ou générateur, et ensuite, en fonction de la puissance, du signe de la puissance obtenue, eh bien, vous pourrez dire si la batterie fonctionne en générateur ou en récepteur. Si elle fonctionne en générateur, elle fournit donc de l'énergie. Si elle fonctionne en récepteur, elle est en train d'être rechargée. Alors il y a d'autres façons pour observer une batterie, pour bien se rendre compte qu'une batterie se recharge, c'est que si c'est une batterie de 12 volts, vous la rechargerez avec une tension supérieure à 12 volts. Ça, ce sont les petits aspects. C'est 2 puissance énergie. L'énergie est égale à la puissance fois le temps. L'énergie s'exprime en joules, la puissance en watts, le temps en secondes. En électricité, nous pouvons écrire comme P est égal à U fois I, nous pouvons écrire donc U fois I fois le temps. Vous pouvez observer que 1 joule correspond à 1 watt seconde. Alors c'est essentiel de bien comprendre ceci, puisque en général, nous n'utilisons pas le joule en électricité, puisque le joule est une toute petite énergie. Donc nous allons utiliser par exemple le wattheure. Donc c'est-à-dire 1 fois 3600 secondes, ce qui fait 3600 joules. Mais c'est une unité qui est encore trop petite, le wattheure, donc nous devons utiliser le kilowattheure. Donc c'est ce que nous avons dans nos habitations. Il faut savoir qu'une habitation consomme de l'ordre de 6000 kWh par an. Donc 1 kWh est égal à 1000 fois, donc 1000 pour kilo,
et Watt-heure 3600 joules, donc 1000 fois 3600, ce qui nous fait 3,6 10 puissance 6 joules.